Ça ne dure que 4 ans cette période, ça va vite. Mais c'est du point de vue du parent. oui. Jamais personne qui a pensé de faire un bouquin sur le point de vue de l'enfant. Mais comme si, justement, on va en parler. Jordi a écrit une chanson. Jordi a écrit une chanson sur le sujet. Au cerveau de l'enfant, Voilà. pourquoi réagit-il comme ça par rapport à ses donc ça c'est bien. conceptions. Voilà, et on va en parler. Je vais donc vous écouter. Sinon, ce j'avais matin. choisi un mauvais sujet, sinon à part C'est ça. ça. On va Non, vous pas laisser. de Émilie. On vous souhaite une bonne émission, Sandrine. Et à demain, tout le monde. Salut. Beau fixe, Sandrine Danse sur Belle RTL. Bonjour à tous, excellent mercredi matin, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 18 avril, je suis ravie de vous retrouver et sachez que ce matin, l'émission sera consacrée non seulement aux parents, bien sûr aussi aux enfants, aux parents de ces jeunes enfants, vous savez cette fameuse période de 1 à 5 ans qui n'est pas toujours une période évidente à traverser, aussi bien pour les petits que pour les grands. Alors si vous êtes en ce moment en plein dans cette période, si vous l'avez traversée, ça va aussi vous intéresser, ça va vous permettre, c'était mon cas, de comprendre pas mal de choses. On se dit, j'aurais bien fait d'avoir ce livre il y a quelques années, ça m'aurait aidé. Et puis si vous attendez famille, ça va aussi vous servir. Bref, je pense que quel que soit l'âge de vos enfants, c'est toujours bien d'avoir en main des clés qui vont vous aider à jouer votre rôle de parent, parce que finalement c'est pas toujours facile d'être parent, et on va en parler ce matin avec Isabelle Filiosa qui est notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Soyez la bienvenue. On vous reçoit dans le cadre d'un livre qui s'intitule J'ai tout essayé. C'est déjà un titre qui m'a interpellée, et c'est vrai que très souvent, des parents sont venus vous voir en disant, voilà, moi avec mon enfant, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire, donnez-moi la solution. Et c'est un peu le principe de ce guide qui est vraiment un guide pratique. Je pense que le terme est bien utilisé. C'est sorti aux éditions Jean-Claude Lattès parce que très sincèrement, chapitre par chapitre, on peut trouver des solutions et des réponses à des situations qu'on rencontre par rapport au non, par rapport à je veux le faire tout seul, par rapport à des disputes entre frères et sœurs. Et c'est en plus très sympathiquement illustré. C'est sorti Par une Belge. Par une Belge, c'est vrai? Eh oui. On va pas se gêner. Anouk Dubois. On va peut-être parler de votre parcours à vous. Quel est le chemin parcouru? Il est long mon chemin. J'ai 54 ans et j'ai commencé à travailler quand j'en avais 20. Donc oui, il est assez long. Je me suis beaucoup intéressée toujours aux émotions. Je suis psychothérapeute donc depuis près de 30 ans et j'ai toujours été très attentive à construire ce qui pouvait permettre à la personne d'avoir ses ressources et de se développer, d'avoir confiance en elle. Et c'est vrai que l'éducation, elle est centrale dans tout ce travail. Finalement, quand nous avons, nous, adultes, des difficultés, quand un adulte a des difficultés, très souvent, ça a à voir avec ce qu'il a vécu dans son histoire. Et donc, je me suis dit vraiment, c'est important de faire autrement. Plutôt que de blesser, de continuer de blesser inconsciemment nos enfants, parce que très souvent, nous ne sommes pas conscients que nous infligeons des blessures à nos enfants. Eh bien, il est utile de regarder autrement les choses. Et grâce à ce livre, qui est un vrai succès, vous en avez vendu déjà quelques milliers d'exemplaires. 34 000. 34 000 quand même. On va, tout à fait, c'est un grand succès. On va vous donner des clés, on va en parler ce matin face à ces comportements qui sont, c'est vrai, pour nous parents exaspérants, mais qui sont aussi du coup signe de souffrance pour l'enfant. On est bien d'accord, il ne fait pas exprès de nous casser les pieds. Et c'est clair. Et on vous donnera aussi des éclairages scientifiques, puisqu'à travers ce livre, vous allez pouvoir découvrir aussi pourquoi, à telle ou telle période, l'enfant réagit comme ça. Il y a aussi des raisons neuropsychologiques, et on va en parler ce matin. Alors, si vous voulez jouer avec nous, et si vous voulez en plus remporter ce séjour dans le sud de la France, direction la Provence, on vous offre au Moulin Neuf une location de vacances pour 4 personnes, pour toute la famille. Vous pouvez jouer comme d'habitude au 070 344 040. Et si vous avez des questions, si vous êtes retrouvé face à une situation, n'hésitez pas, SMS 3323, et dans ce cas-là, n'hésitez pas non seulement à signer votre petit message, mais à nous dire quel est l'âge aussi de votre enfant. On tentera de vous éclairer. Belle matinée à tous. Et c'est Isabelle Filiosa qui est notre invitée ce matin à l'occasion de ce livre J'ai tout essayé, sorti aux éditions Lattès, un livre qui a récolté un grand succès et que je ne peux que vous conseiller si vous êtes parents, futurs parents, et même si vos enfants ont passé l'âge de 5 ans, parce que de toute façon vous allez y découvrir des choses terriblement intéressantes, des clés. L'idée générale, on peut le dire Isabelle, c'est de se dire que face à un problème, il faut essayer de l'aborder différemment et essayer de voir quelle autre solution on peut apporter finalement. C'est ça, en fait, c'est comme si parfois on se retrouvait devant une porte fermée et on s'arc-boute, on en essaye vraiment on pousse, on met toute notre énergie, on essaye de toutes les manières possibles de trifouiller le loquet.
Et en fait, il suffit, car parfois, de tirer. Il y a des portes qui s'ouvrent en poussant et d'autres qui s'ouvrent en tirant. Et en fait, c'est ça l'idée du livre, c'est que si nous avons tout essayé, c'est que nous sommes tout le temps en train de vouloir essayer de pousser une porte pour l'ouvrir, alors que il suffit peut-être de tirer. On va peut-être prendre un exemple concret qui est dans votre livre, qui m'a beaucoup fait rire. C'est la première page que j'ai ouverte en le feuilletant. Il y a une maman qui est au bord d'une piscine, elle a son chapeau, il y a du soleil, et elle dit « Rémi, mets ta casquette !» Et le petit hurle « Non, je veux pas de casquette !» Et quelques minutes plus tard, elle se lève, elle lui met la casquette sur la tête « Mets ta casquette !» Le petit l'enlève, saute dans l'eau, etc. Et en fait, vous apportez la solution en disant « C'est dans la manière de demander et de lui expliquer la chose. » Oui, tout à fait. En fait, dès qu'on donne un ordre à un enfant, il se rebelle contre l'ordre, pas contre la casquette. Et c'est ça que nous méconnaissons. Si on lui explique, quand il y a du soleil, tu mets la casquette, quand tu es à l'ombre, tu enlèves la casquette, les enfants adorent respecter les règles, surtout à cet âge-là. Ils aiment bien, ils sont même très obsessionnels sur les règles. Donc, s'ils ont des consignes claires, ils vont les respecter avec plaisir. Ils vont même jouer à ça, se le transmettre. Le copain dire « Ah oui, moi aussi je suis au sol, vite, la casquette !» Et ça devient un jeu. Tandis que si je donne un ordre, obligatoirement l'enfant se rebelle face à mon ordre. Et c'est donc toutes ces clés, toutes ces solutions que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre. On accueille Naïla. Bonjour Naïla. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Bonjour Sylvia, bonjour Sandrine. Bonjour Naïla, je m'appelle Isabelle. Oui, c'est Isabelle, son pardon. prénom. Vous êtes infirmière Naïla, c'est ça ? Oui, infirmière à domicile. D'accord. Et vous avez des enfants ? 2 petits monstres, de 3 ans et 5 ans. 3 et 5 ans. Ça commence. On en rigolait parce que beaucoup de SMS arrivent. On va tenter de répondre à beaucoup de questions, mais beaucoup de SMS qui se terminent par « il hurle, mais j'ai tout essayé »,« à 2 ans peut-on mettre les limites »,« il ne veut rien entendre ». On entend à quel point dans les mots utilisés par les parents, il y a une détresse. Tout à fait. Et dans le mot monstre, il y a cette détresse. Et le problème, c'est que notre image des enfants va jouer un rôle. Si nous voyons nos enfants comme des monstres, ils vont hélas se conformer parce que nos enfants obéissent en réalité. Ils obéissent à être un monstre puisqu'ils sont définis comme tels. Naïla, oui, dites-moi. Non, je disais oui. Le problème le plus fréquent que vous avez à vivre au quotidien, quel est-il ? C'est surtout avec le petit de 3 ans. Il est ingérable. Il écoute pas, il court partout. Et vous réagissez comment ? Toute la journée. Et moi, j'ai tendance à crier, à m'énerver dessus. Mais c'est vrai que quand je le prends à part et que je lui parle calmement, c'est vrai qu'il a plus tendance à m'écouter. Et vous avez la clé. Oui, mais je vais vraiment, oui. Voilà, parce que c'est toute la journée en fait. Et oui, c'est vrai que c'est très fatigant. C'est pour ça que c'est important d'être plusieurs pour élever un enfant. Parce que c'est naturel pour un enfant de courir partout quand on a 3 ans. Mais si nous, on s'énerve et qu'on crie, finalement, on va exciter encore plus son système nerveux. Et quand il court, c'est justement pour décharger son système nerveux. Donc c'est très important de lui donner des occasions de pouvoir courir et dépenser son énergie et d'être très calme pour lui permettre de se calmer. C'est notre rôle de parents d'aider les enfants à gérer le système nerveux. Naïla, on va essayer de jouer ensemble. Le but, évidemment, ce matin, c'est de jouer, c'est que vous puissiez avoir un très bon score et être en finale, mais c'est aussi, évidemment, de pouvoir découvrir et apprendre des choses. Et voici votre première question, Naïla. Oui. Le besoin fondamental de tout enfant est de se sentir aimé. Il a donc besoin de mots d'amour, de mots tendres, car ce sont des mots qui font du bien. C'est entre 3 ans et demi et 4 ans qu'il affronte de nouvelles peurs. C'est la période où son imaginaire explose et où ses émotions prennent forme d'images dans son sommeil. Alors que risque-t-il de faire le plus souvent à cette période ? Des cauchemars. Ouais, exactement. Les cauchemars, période terrible. Il y a aussi les périodes des terreurs nocturnes, ça peut aller jusque-là aussi. Oui, tout à fait. C'est une période où le cerveau de l'enfant produit des images, mais il est très stupéfait de ces images qui apparaissent dans son cerveau de manière assez construite et qu'il ne gère pas encore, il ne les organise pas encore. Et donc, ces images prennent souvent forme terrifiante, simplement parce qu'il
il n'a pas de contrôle dessus, il ne sait pas ce que c'est et il interprète les émotions que l'enfant ressent. Par exemple, il a été furieux contre quelqu'un dans la journée, il a bousculé son frère. Toutes ces émotions, son cerveau va pendant son sommeil, les neurones qui ont agi se connectent les uns aux autres et produisent des images. Et donc l'émotion de colère, par exemple, va produire quelque chose qui va être noir ou rouge ou qui va faire comme un monstre. Il se sent un monstre, mais il voit le monstre. C'est comme si il projetait à l'intérieur de son image sa propre colère. Et sa colère lui fait peur. Donc il va avoir dans son cauchemar un monstre qui lui fait peur. Et il va se mettre à hurler en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais dire laisser passer cette période, laisser le cerveau oui, mais se pas le libérer? laisser en le laissant tout seul dans sa chambre. L'accompagner, aller le rassurer. Il a besoin de sentir le contact. Hein, vous le dites, ce besoin fondamental, c'est de se sentir aimé. Donc il a besoin de réassurance pour pouvoir traverser ça. Mais il a aussi besoin d'informations. Qu'est-ce que c'est que ces images? Et donc on va l'aider à dire, raconte-moi ce que tu as vu. Peut-être tu me le dessines. Et si un enfant fait de manière répétitive des cauchemars, eh bien, on va lui donner un petit peu plus de contrôle sur ces images. Par exemple, le soir, avant de dormir, on va lui dire, vas-y, dessine ta journée. Et du coup, les choses vont être dessinées dans la journée, sur l'image, et il va avoir moins de cauchemars parce qu'il aura eu une petite occasion de pouvoir dire. Si on peut prendre au moment du coucher un petit temps avec l'enfant pour qu'il nous raconte sa journée, pour qu'il nous dise, par exemple, on peut lui dire qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta journée et puis qu'est-ce que tu as moins aimé dans ta journée, parce que c'est très important de lui permettre de dire ce qui s'est mal passé, quand il a été pas content avec quelqu'un, quand il a eu peur, parce que sinon le cauchemar va venir. Naïla, Oui. de 12 à 18 mois, c'est la fameuse période du non. Hein, Oui. le nom des parents quand les petits commencent à toucher à tout. Mais il peut arriver que votre enfant fasse exactement ce que vous venez de lui interdire et il le fait en vous regardant en plus droit dans les yeux. Alors plutôt que de lui dire non, quel autre mot plus efficace et moins ambigu faut-il préférer? Lui dire stop ou lui dire tu ne peux pas? Je vais dire, tu ne peux pas. Eh bien non, ce sera ce sera beaucoup moins efficace que lui dire stop. Aïe. Et oui, parce que l'enfant ne comprend pas le ne pas. Il a 18 mois, il est tout petit. Et donc, pouvoir se dire ne pas quelque chose, c'est faire plusieurs opérations. Ça nécessite d'avoir plusieurs images dans la tête en même temps. Si je vous dis par exemple tout de suite, ne pensez pas à une girafe. Ne pensez surtout pas à une girafe qui serait en train de manger des feuilles dans un arbre. Eh bien forcément, vous vous êtes fait l'image d'une girafe et ensuite vous vous exercez à ne pas le faire. Donc quand on dit à un enfant ne pas quelque chose, c'est comme si on lui donnait l'ordre de le faire. N'ouvre pas cette porte, c'est comme si on lui disait ouvre. Et donc du coup, automatiquement, il va vers et il se met à chercher à ouvrir. Parce que c'est comme si on lui avait dit girafe et c'est seulement... Donc il fait la girafe, il fait ce que vous lui demandez et juste après, il se rappelle qu'il y a quelque chose d'autre qu'il fallait ne pas et du coup, il vous regarde avec un sourire parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, c'est très important à ce moment-là de le féliciter. Oui, tu as bien compris que c'était important de laisser ce placard fermé. Et donc, le petit mot qu'il y a à dire, c'est stop. Quand on dit stop à un enfant, il s'interrompt. Et il n'y a pas de culpabilisation. Si on dit non, si on dit ne pas, l'enfant se sent mauvais, il se sent coupable et il est stressé. C'est très impressionnant de voir la différence quand vous dites un enfant fait quelque chose, il s'avance et on lui dit non. Il se bloque, il se fige, il est stressé. Si on lui dit stop, eh bien observez la différence que ça fait. Naïla, troisième et dernière question. Oui. Par exemple, il ne veut pas prêter ses jouets, on entend souvent les parents le dire, ou encore il refuse de jouer avec un ami quand il a été invité, il ne veut pas que son petit frère fasse la même chose que lui. Les disputes et les conflits entre enfants ont des causes aussi variées que complexes. Alors que pouvez-vous faire en cas de conflit de territoire et de jouets lorsque deux enfants partagent la même chambre ou la même salle de jeu? Opposition. Est-ce les obliger à partager les jouets ou délimiter des espaces personnels?
Faut la délimiter, oui, c'est la bonne réponse, effectivement. Les obliger à partager, ça va pas être la solution, mais délimiter des espaces. Vous prenez l'exemple dans votre livre, dans une chambre, par exemple, s'ils partagent, de tracer, de mettre une ligne au milieu et de bien distinguer les deux espaces personnels de chacun. C'est ça, et c'est important de discuter avec les enfants et de leur enseigner à délimiter chacun leurs limites, leurs espaces personnels. Parce que trop souvent, nous ne sommes pas attentifs à ça. On s'attend à ce que les enfants partagent et puis c'est tout. Et on oublie cette dimension que nos objets, ils sont à nous. Et c'est important, ça fait partie de la construction de l'identité. Un enfant a absolument besoin d'avoir des jouets à lui et que à lui, qu'il ne partage pas. Et d'autres jouets, il peut les partager. Donc on peut se réunir et dire, bon ben voilà, quels jouets tu veux garder que à toi? Quels jouets sont à toi et à ton frère, et quels jouets sont à toute la famille, quels objets sont à toute la famille. Et pour les jouets qui ne sont que à lui, il a besoin d'espace dans lesquels il pourra les placer, une étagère ou quelque chose qui lui appartient à lui. Naïla, vous avez 16 points, on vous embrasse et on vous offre avec grand plaisir, en tout cas Isabelle vous offre avec grand plaisir son livre « J'ai tout essayé », comme ça vous pourrez y trouver plein d'autres réponses. Oui, super, un grand merci. On vous embrasse Naïla, au revoir. Au revoir. Et pour jouer... Beau fixe ce matin avec Isabelle Filiosa qui est notre invitée, et ce livre J'ai tout essayé, sorti aux éditions La Thèse. Vous avez déjà sorti beaucoup d'autres livres qui ont également rencontré un franc succès, et puis il y en a un autre, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'elle est très intéressante, qui est tout frais tout chaud encore, il vient de sortir celui-là. Oui, là, il n'est pas écrit par moi celui-là, c'est écrit par Elizabeth Creary qui est une américaine, et donc j'ai eu envie de faire traduire cet ouvrage parce qu'on manque cruellement en langue francophone d'outils concrets pour toutes sortes de situations. Et là, ça m'a particulièrement plu parce qu'une chose avec laquelle même moi j'ai eu des problèmes, des difficultés à gérer dans ma vie de parent, c'est les conflits permanents entre frères et sœurs. J'ai pas toujours su gérer ça. Et donc j'ai beaucoup aimé découvrir ce livre que j'ai appelé « Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille ». Et c'est également sorti aux éditions Jean-Claude Lattès. On en profite pour dire qu'on a reçu un SMS d'une maman qui me dit « Moi, je suis fille unique et mes enfants passent leur temps en vacances à se disputer pour tout et rien. Ils ont 8 et 3 ans. Je ne comprends pas, dit-elle, qu'on puisse se chercher des poux tout le temps. » C'est Astrid. Et l'expression « se chercher des poux », elle n'est pas dite par hasard. Exactement, parce que en fait, si on réfléchit, chercher des poux, les singes font ça, ils se cherchent sans arrêt des poux, ils s'enlèvent les poux les uns des autres, et on entend la recherche de contact. Et ce que cette maman n'a peut-être pas identifié, et ce qu'explique très bien Elizabeth Creary dans son livre, c'est que les enfants, c'est pas par jalousie la plupart du temps qu'ils se disputent comme on le croit souvent, c'est quelquefois par désir ou besoin d'appartenance. Or, un enfant de 8 ans, un enfant de 3 ans, ils ont besoin de trouver des contacts entre eux, mais comment faire? Le petit a forcément envie d'aller vers la grande n'a pas envie de se traîner ce petit, donc le petit n'est pas bien, et il se cherche sans arriver à se trouver. Donc ils ont besoin de pouvoir apprendre des manières d'être ensemble. La grande a besoin d'apprendre à dire ça c'est à moi, je ne veux pas que tu y touches, et savoir comment protéger ses affaires. Ils ont besoin aussi de pouvoir identifier, donc quand le petit vient pour chercher du contact, qu'elle puisse lui donner du contact tel que la grande a envie de le donner. Donc, elle a le choix. Soit elle se fait embêter et l'autre n'arrête pas de l'asticoter, lui embêter les pieds, soit elle lui fait un câlin en rentrant. C'est très difficile pour un tout petit de 3 ans. Il est probablement pas encore à l'école. Celle de 8 ans, eh bien, elle va à l'école, elle rentre le soir. Le petit, elle lui a manqué toute la journée. Donc, il va chercher du contact. Et comme quoi, il va lui chercher des poux. Et tout est toujours une histoire d'amour. Et tout tourne autour de l'amour. Bonjour Valérie. Bonjour Sandrine. Je vous présente Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Vous êtes enseignante, Valérie. Oui. Donc c'est chez les plus grands, vous. Pardon? Ce sont pour des enfants plus âgés, pas des tout petits, vous n'êtes pas en maternelle? Non, ce sont des adolescents, donc entre 13 et 17 ans. C'est d'autres conflits, d'autres problèmes. On est bien d'accord. Mais vous avez des petits encore. Oui, donc là j'ai un petit garçon de 13 mois et je suis enceinte là de quelques semaines, donc c'est encore tout récent. Félicitations Valérie. Merci. Félicitations. On vous offre évidemment le livre d'Isabelle, J'ai tout essayé, et puis on va jouer avec vous. Et la première question, la voici. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les enfants d'aujourd'hui, eh bien, ils ne sont pas pires que ceux d'hier, et ce ne sont pas les enfants qui ont changé.
Par contre, Valérie, qu'est-ce qui a changé et qui est devenu hyper stimulant pour eux? Leur environnement ou les parents? Leur environnement. Ah bah oui, c'est vrai que vous prenez un exemple qui est clair comme de l'eau de roche dans le livre, où vous dites le petit enfant qui est né en Afrique et qui n'a que 2 cailloux et un bâton pour jouer, forcément il va être beaucoup moins difficile que celui qui est trimballé dans des supermarchés où il a un rayon de jouets incroyable sous les yeux. Et oui, et tout ça, on ne mesure pas à quel point ça sature le cerveau de l'enfant. Beaucoup trop souvent, on entend dire que le problème à l'heure actuelle, c'est que les parents n'ont plus d'autorité, c'est que les parents se laissent trop faire, que les parents sont trop gentils, que les parents ceci, cela. On culpabilise les parents qui se sentent bien démunis parce que ils le font tous les jours de tenter de mettre des limites. Le problème n'est pas là. Le problème, il est que l'environnement des enfants a changé du tout au tout. Aujourd'hui, il y a énormément de lumière, de bruit, de sollicitations diverses et variées, et le cerveau d'un tout petit enfant n'est pas équipé pour gérer l'afflux de stimuli provoqués par ne serait-ce qu'un supermarché. Tous les choix qu'il y a à faire au quotidien, mais heure par heure, seconde par seconde, il y a trop de choix à faire. Tout ça, ça sature l'esprit de l'enfant. En plus, on lui donne très souvent du sucre, donc il mange du sucre qui excite aussi son système nerveux. Il mange beaucoup de produits, d'additifs alimentaires, et on a pu mesurer que les additifs alimentaires provoquaient de l'hyperactivité, et donc forcément l'enfant n'est plus du tout dans le même environnement, ce qui génère de l'agressivité, du mouvement, de l'hyperactivité, du manque d'attention. Ça n'est pas de la faute des parents. Ça fait du bien, Valérie, de l'entendre, hein? Oui, ça soulage. Ça enlève la responsabilité. Exactement. Valérie, à partir de 4 ans, c'est la deuxième question. Que peut faire un enfant pour éviter de faire quelque chose qu'il ne veut pas ou pour éviter la punition? Être grossier ou mentir? Mentir. Ouais. Mentir. Alors il le fait, mais bon. Alors c'est nous qui pensons le mot mentir, Ouais. Parce que nous interprétons, nous pensons, nous prêtons à l'enfant de 4 ans des compétences intellectuelles qu'il n'a pas forcément encore complètement. Hein. La théorie de la pensée est en train de s'élaborer, mais n'est pas encore complètement mise au point. Par contre, à 4 ans, l'enfant ne fait pas bien la différence entre le réel et l'imaginaire, et il commence à percevoir dans tous les choix possibles qu'il a de réponse à une question que vous lui posez, celle qui va déclencher vos foudres ou celle qui va faire que ça va être agréable. Et donc, évidemment, c'est logique, il va choisir celle qui va être agréable. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mal et que c'est du mensonge au sens où nous, les adultes, nous prenons cela. En revanche, eh bien, ça signifie que nous aurions peut-être besoin, pour cesser les soi-disant mensonges, de punir. Valérie, Oui, Sandrine. on y va pour la dernière question. Allons-y. Vous avez 8 points, Naïla en a 16, donc vous pouvez vous permettre d'attendre les propositions si vous voulez. Si vous connaissez la réponse, si vous voulez vous lancer, évidemment, n'hésitez pas. Alors si l'enfant, Valérie, voit tous ses désirs immédiatement satisfaits, il va perdre le sentiment des limites de lui-même et de son identité. Or, bon nombre de parents ne refusent pas à leur enfant. Mais pour quelles raisons réelles? La peur de ne pas être aimé, la peur de déplaire. C'est correct. Et oui, Voilà. c'est correct. La tout à peur de fait. ne pas se faire aimer de son enfant, d'éviter les colères, etc., c'est pas la solution. Et c'est clair que c'est pas la solution, parce que l'enfant, son besoin, c'est d'être contenu et surtout d'être aidé à identifier ce qui est vraiment du désir et ce qui est du besoin, ce qui est assez différent. Et puis souvent, nous interprétons le désir d'un enfant, enfin, on croit qu'il désire quelque chose, mais quelquefois, il est seulement en train de désigner. Et donc, il est là, il dit « Oh, regarde maman, le nounours, je le veux ». Mais « je le veux » n'est pas une demande. Ça va devenir une demande parce que le parent va dire « Ah non, je ne veux pas t'acheter ce nounours ». Donc souvent, nous induisons quelque chose et nous pensons que l'enfant veut voir ses désirs immédiatement satisfaits. Ceci dit, c'est vrai que quand l'enfant a une image dans sa tête, pour lui, c'est comme il vit encore dans l'immédiateté, il voudrait avoir la chose, mais en fait, il a surtout besoin de pouvoir en parler. Et donc, si je dis simplement « Oh oui, qu'est-ce qu'il est beau ce nounours !»
nounours. Dis donc, il ferait bien avec les autres. Et puis, t'as vu, tu pourrais jouer aussi avec nounours l'autre. Et on commence à discuter. Regarde, il a les oreilles roses. Discuter va suffire à nourrir le besoin de l'enfant. Mais du fait que les parents ont peur peur de pas savoir gérer la réaction de l'enfant, comment il va réagir si je lui dis non? Du coup, ils n'osent pas refuser et souvent, ils achètent des choses. Mais en fait, acheter à un enfant tout ce qu'il soi-disant demande, parce que ce ne sont pas toujours des demandes, acheter à un enfant systématiquement tout n'est pas une preuve de respect de l'enfant. Respecter son enfant, c'est écouter le vrai besoin derrière les formulations. Valérie, vous avez 28 points. C'est un très beau score. Il reste évidemment 2 candidats qui vont encore jouer avec nous ce matin. Si on ne s'entend plus, on vous envoie le livre d'Isabelle, bien évidemment. Et puis on vous souhaite tout le bonheur du monde avec vos enfants. Danse, beau fixe, jusqu'à 11h. Isabelle Filiuzet, notre invitée ce matin, psychologue, didacticienne en psychothérapie, directrice de l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles, auteure de beaucoup de livres, et dont celui qui nous concerne, on va dire essentiellement ce matin, J'ai tout essayé, sorti aux éditions Jean-Claude Lattès. On y voit en couverture une maman un petit peu exaspérée et un gamin qui se roule par terre en disant « je veux ça ». Et c'est comment gérer l'opposition, les crises de rage, les pleurs et traverser sans dommage cette période 1 an, 5 ans. Alors justement, on a reçu un SMS, je ne retombe pas dessus, mais d'une maman qui nous dit le mien, il a 6 ans. Est-ce que ces conseils sont valables pour un enfant de 6 ans? Bien sûr. Oui, alors évidemment, il y a des situations qui sont très spécifiques à 1-5 ans, mais il y a énormément de situations qui sont encore valables. En fait, c'est une autre manière de regarder l'enfant et de comprendre. C'est sûr qu'un enfant de 6 ans, son cerveau s'est développé davantage que celui d'un enfant de 2 ans ou de 3 ans, mais peut-être on pourra comprendre les raisons pour lesquelles notre enfant réagit par rapport à comment on s'est comporté avec lui quand il avait 2 ans. Et puis on a un papa qui s'appelle Steve et qui nous dit voilà, moi c'est catastrophique, mon enfant a 4 ans, il pleure tous les matins quand on le dépose à l'école, vraiment de gros pleurs. Bon, ça ne dure que quelques minutes, mais ils ne savent plus tellement quoi faire. Quelle est l'attitude à avoir idéalement, Isabelle? Alors, avant d'avoir une attitude, on va regarder quel est le besoin. La parentalité positive, elle s'occupe d'abord d'identifier lorsque l'enfant fait quelque chose qui est bizarre, il a un comportement qui nous dérange, eh bien, nous regardons ce comportement comme un besoin, comme exprimant un besoin. Quel est le besoin? Là, il pleure lors d'une séparation, donc son besoin est un besoin de sécurité, mais finalement, par rapport à quoi? Il y a 3 grandes pistes que ce papa peut explorer. La première, c'est que souvent les enfants qui pleurent quand ils se séparent parce qu'ils pensent que leur parent a besoin d'eux. Et donc, je veux pas être à l'école parce que j'ai peur que toi tu sois triste si tu es tout seul sans moi. Et donc, quand par exemple on a des parents qui sont en train de divorcer, des parents qui vont mal, des parents qui sont tristes, qui vont pas bien en ce moment, eh bien, ça va être plus difficile pour l'enfant parce que l'enfant se met à vouloir être là avec eux dans la journée plutôt qu'à l'école. Qu'est-ce qui peut se passer bien pour mon papa ou pour ma maman si moi je suis à l'école pendant ce temps-là? Une autre possibilité, c'est que l'enfant soit en train de revivre une situation brutale. Alors, excusez-moi, je redis quand même, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant a besoin de nous? C'est le rassurer. C'est le rassurer en lui disant, je vois que tu es inquiet pour moi, mais je m'occupe de moi. Ne t'inquiète pas, ce soir je serai là et je m'occupe de moi, toi tu es à l'école. L'autre possibilité, c'est que donc l'enfant revive une séparation brutale, c'est-à-dire que il a vécu dans son histoire, peut-être même très précocement, une séparation qui n'a pas su gérer à ce moment-là. Donc là, c'est important à un autre moment que le moment de séparation de l'école, de revenir à ce moment. Tu te rappelles, peut-être l'enfant a été à l'hôpital un jour ou je sais pas quoi, donc tu te rappelles, tu as été à l'hôpital et là, tu as dû avoir très peur. Mettre des mots sur ces émotions de cette époque-là. Tu as dû être terrifié, tu as dû te demander si ça allait être pour toujours, tu as dû te demander si on allait se revoir, etc. Fais un dessin de ce jour-là. Et donc, on permet à l'enfant de mettre ses émotions de ce jour-là, ce qui va éviter que ce soit rappelé tous les jours au moment de la séparation de l'école. Et puis, une autre piste, c'est de regarder le parent lui-même à l'âge de 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Parce que là, il nous précise, ce papa, que c'est à 4 quand il a son fils à 4 ans et il pleure. Probablement, l'enfant a déjà été à l'école. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à 4 ans? Donc,
qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Est-ce que moi, parent, j'ai vécu une séparation à l'âge de 4 ans que mon enfant est en train de vivre là? Et puis bien sûr, il s'agit de regarder aussi la réalité de maintenant, c'est-à-dire est-ce que cet enfant est content à l'école? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce que peut-être il y a un ami, un copain, un soi-disant copain qui le tape, qui lui dit des mots méchants, etc. Ou peut-être il a un conflit avec un enseignant. Qu'est-ce qui se passe pour lui à l'école? Voilà, c'est les réponses qu'on aura pu apporter à Steve et que l'on embrasse. Et puis on embrasse tous les parents qui rencontrent effectivement ce genre de situation. Camille, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous allez bien? Bon, merci. Et vous-même? Très très bien, je vous présente Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Camille. Vous êtes accueillante au aîné, donc des enfants, vous en avez vu et vous en voyez. Voilà, tout à fait, oui. Ça fait 18 ans que je fais ce métier. Et vous voyez des parents aussi. Voilà. On vous offre le livre d'Isabelle, J'ai tout essayé. Et je pense que malgré votre expérience, c'est toujours utile, on est bien d'accord, Camille. Oui, bien sûr. Nous avons d'ailleurs des formations régulièrement et on apprend à chaque formation. On se faisait la réflexion en antenne, quand on va devenir parent, on a des formations de préparation à l'accouchement, on répond à vos questions sur l'allaitement, etc. Et puis finalement, après, on n'a plus tellement de formations qui nous permettent de nous diriger en tant que jeunes parents. Et heureusement que vous êtes là, Camille et Isabelle aussi, pour pouvoir encadrer ces parents. On va en profiter pour donner votre site internet, Isabelle, www.filiosa avec 2 L, iozat.net, et les infos seront évidemment sur le site de Bel RTL. Camille, on y va pour les questions? D'accord, oui. Beaucoup de parents ont la conviction profonde que les punitions sont nécessaires et que gifles et fessées font partie de l'arsenal éducatif naturel. Pour quelle raison, Camille, une fessée n'est-elle pas la solution efficace pour calmer votre enfant? Parce qu'elle peut être humiliante. Oui, parce qu'effectivement, elle ne résout pas le problème. Elle peut aussi lui faire peur et créer un stress. Donc, c'est pas la solution. Voilà. Tout à fait. Les fessées sont effectivement humiliantes et l'enfant, du coup, est dans son stress et il ne fait pas forcément le lien, surtout s'il est petit, avec la cause. On se souvient d'une fessée, on se souvient pas souvent de la raison pour laquelle. Donc la fessée n'est absolument pas pédagogique et elle stresse l'enfant. Ça déclenche, en fait, quand on reçoit une fessée, on reçoit un coup. La peur fait que notre petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale est toute secouée, toute stimulée et elle déclenche une réaction de stress dans l'organisme. Et donc l'enfant est sous l'impact de ce stress et du coup il oublie même ce qui vient de se passer avant et la cause de la fessée. Donc elle n'est pas éducative. Il a besoin d'être accueilli, quand il s'est passé quelque chose, lorsqu'il y a un problème, il a besoin d'être compris et de savoir quel était le besoin qui l'avait mené à avoir ce comportement-là, plutôt que de recevoir punition, gifle ou fessée. Camille. Oui. 2 ans, l'âge de 2 ans, c'est un âge plus difficile pour les parents car le petit veut s'opposer et veut décider. À quel petit mot cette période correspond-elle chez l'enfant? Non. Oui, le fameux oui, bien non. sûr. Le fameux non. Quand il nous dit comme ça non, du haut de ses 2 ans et de ses quelques centimètres, quelle attitude peut-on avoir en tant que parent? Eh bien, on peut se dire dans la tête, ah zut, j'ai mal formulé. Parce qu'en fait, l'enfant ne dit non que parce que nous, le parent, l'adulte, nous lui avons donné un ordre. C'est en raison de nos formulations que l'enfant s'oppose et non parce qu'il aurait un besoin de s'opposer spécifiquement. C'est en réalité une phase d'autonomisation. Donc l'enfant a besoin de sentir qu'il décide pour lui-même. Plus qu'avant, il a besoin de pouvoir faire des choix. Donc au lieu de dire à un enfant « mets tes bottes », je vais lui dire « tu préfères mettre tes bottes tout seul ou tu préfères que je t'aide ?» Au lieu de lui dire « mets tes bottes », je vais lui dire « regarde dehors, est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il fait beau ?» Et l'enfant dit « ah, il pleut. Et alors, qu'est-ce qu'on met quand il pleut ?» Et là, l'enfant est tout content de dire « les bottes !» et il va vite les mettre. Donc, en fait, l'enfant ne s'oppose pas en réalité, mais l'enfant s'oppose à ce qu'on cherche à le contrôler juste au moment où lui, il a besoin de s'épanouir et de dire « je ». Plus il peut dire « je », moins il dira « non ».
Camille, Oui. tout va bien pour vous, vous avez 16 points. On embrasse Naïla qui nous écoute parce qu'avec ses petits 16 points, elle, déjà depuis les 28 points de Valérie, je suis pas réveillée, moi ça n'allait pas non plus. Vous devez répondre avant les propositions. Camille. D'accord. Si vous voulez dépasser le score de Valérie. Entre 24 mois et 30 mois, il peut arriver que votre petit bout ne veuille pas dormir car il n'a pas sommeil. Alors dès les premiers signes de fatigue, c'est à vous de voir le bon moment pour le coucher. Mais Camille, qu'est-il important d'instaurer pour que votre enfant accepte d'aller dormir sans faire de crise ? Un rituel. Eh oui, Bravo. magnifique. Le petit rituel, parce que ça le rassure ? Oui. D'une part, oui, tout à fait. C'est extrêmement rassurant et structurant pour un enfant de cet âge d'avoir des choses qui sont claires. C'est tout le temps pareil. Et en plus, les enfants de 24 mois, malgré la croyance des parents, les croyances des parents, c'est souvent que l'enfant veut n'en faire qu'à sa tête, etc. En réalité, les enfants de cet âge-là adorent l'ordre. Ils n'aiment pas les ordres des parents, mais ils aiment que les choses soient ordonnées. Et ils sont très très contents de justement pouvoir voir qu'une structure se répète. C'est une période où c'est encore plus important que d'habitude qu'il y ait un rituel et que systématiquement ce soit dans le même sens. C'est-à-dire qu'un jour, si d'habitude c'est le pyjama, les dents, l'histoire, et que pour une fois on fait l'histoire avant le pyjama, eh ben on va avoir une crise. Si on se trompe de sens, je fais les dents avant le pyjama alors que c'est le contraire d'habitude, l'enfant n'est pas encore capable de dire « mais non maman, d'habitude c'est le pyjama d'abord », mais il sent que quelque chose ne va pas et il se met à hurler ou alors il n'arrive pas à dormir, il redemande un verre d'eau 50 fois, etc. C'est juste parce qu'on n'a pas bien suivi le rituel et qu'il a absolument besoin d'ordre, de choses claires et ordonnées. Camille, Oui. vous avez fait le score maximum, 36 points. Ça, c'est bien. C'est super, hein ? Oui, oui. On vous retrouve de toute façon en fin d'émission dans quelques minutes, mais comme un ou une candidate va peut-être encore jouer ce matin, eh bien, si le score est égal au vôtre, on vous départagera avec une question subsidiaire. D'accord. Ça marche ? Ça va bien. À tout à l'heure, Camille. À tout à l'heure, merci. Beau fixe jusqu'à 11h. J'ai tout essayé. Isabelle Filiosa est notre invitée ce matin avec ce livre sorti aux éditions Jean-Claude Attès. Évidemment, énormément de questions et pas seulement sur cette tranche d'âge 1 an, 5 ans. Alors c'est vrai que je pense que sur votre site, Isabelle, on peut peut-être retrouver tous les autres ouvrages que vous avez sortis et qui concernent l'enfance, qui concernent l'éducation, qui concernent les parents aussi et cette culpabilité que l'on peut parfois vivre. Jean-Marc nous a envoyé un message. Il nous dit « Je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. Nous sommes séparés avec sa maman. Avec moi, il est adorable. Il est par contre difficile avec sa mère qui, elle, s'est remise en couple. Y a-t-il une raison, nous demande Jean-Marc. Et oui, il y a une raison, il y en a même peut-être plusieurs, et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Les enfants sont de manière générale beaucoup plus difficiles avec leur maman. Alors difficile, ça veut dire quoi ? Difficile, ça veut dire que c'est avec maman qu'ils vont s'opposer davantage, qu'ils vont montrer de l'agressivité, de l'énervement, qu'ils vont finalement décharger leur tension. Et la raison pour laquelle, principale, les enfants déchargent leur tension davantage avec maman qu'avec papa, eh bien c'est que maman, c'est l'amour inconditionnel. Maman, je suis sûre qu'elle va m'aimer quoi que je fasse. Elle va continuer de m'aimer, même si je me montre un petit monstre. Tandis que papa, je suis pas très sûre. Papa, il va travailler. Papa, il s'en va régulièrement de la maison. Est-ce qu'il revient? Tout ça. Donc, c'est pas aussi sécuritaire. Je dis cela, c'est pas forcément papa et maman. En fait, c'est la figure d'attachement principale. Lorsque l'enfant est dans les premiers mois de sa vie, accompagné davantage par le papa, parce que de plus en plus aujourd'hui, ce sont des papas qui restent à la maison et les mamans qui vont travailler. Et donc, lorsque c'est inversé, c'est-à-dire que c'est le papa qui reste à la maison, eh bien, c'est au papa que l'enfant montre les cris, les larmes, les pleurs et les oppositions, tandis qu'il est tout doux avec sa maman. En fait, ça a à voir avec la confiance et l'acceptation qu'il peut avoir. Il y a une autre chose aussi qui se passe, c'est que surtout dans le cas d'un divorce, d'une séparation, beaucoup de mamans se sentent coupables de la séparation. Et ce sentiment de culpabilité insécurise l'enfant. Donc, ce qui est très important pour Jean-Marc, c'est de faire attention à valoriser la maman
au maximum. C'est-à-dire que la tendance parfois du papa, c'est de dire mais tu sais pas t'y prendre avec ton enfant, regarde avec moi ça roule et avec toi ça va pas. Donc déjà si je me rends compte, c'est à la figure d'attachement principale que l'enfant montre toutes ses angoisses, une chose que je peux faire c'est moi en tant que papa dire je suis une figure d'attachement possible pour toi aussi, le dire et surtout le faire, c'est-à-dire montrer davantage de tendresse, davantage de contact, être encore plus proche de l'enfant, construire le lien d'attachement encore plus et dire à l'enfant, tu as le droit d'être en colère contre moi, mon fils. Tu as le droit de me dire non, mon fils. Tu as le droit de me montrer ce qui est dur pour toi à l'école. Tu as le droit de me montrer ce qui est dur pour toi dans la séparation. Tu as le droit de me montrer toutes tes émotions. Et parallèlement à ça, valoriser la maman, faire en sorte que la maman se sente soutenue. Anne, Oui, bonjour. Isabelle. Bonjour Sandrine. On devrait faire 2 heures en fait avec Isabelle, d'émission, même 3 ou 4. Je reviendrai. J'espère bien. Moi, on vous en fait avec grand plaisir ce livre, j'ai tout essayé. J'ai tout gagné. Alors, justement derrière vous, on entend du bruit. Voilà. Il y a des jumeaux, c'est ça? Oui, des jumeaux de 15 mois, Denis et Nicolas, et une petite fille de 4 ans qui aujourd'hui n'est pas à l'école parce que c'est trop compliqué de la conduire le mercredi, d'aller la chercher avec les jumeaux en plus. Donc voilà, elle en profite un petit peu de se gâter à la maison. Ah, mais c'est rock'n'roll. Et vous arrivez à gérer, Anne? On met des priorités sur certaines choses. Le linge n'est peut-être pas repassé comme il devrait l'être. C'est souvent vite replié et vite rangé dans l'armoire. Mais voilà, il y a des priorités et je préfère passer du temps avec eux que... Qu'au repassage, ça c'est une excellente idée. Voilà. Est-ce que finalement, Isabelle, pour essayer de se déculpabiliser un peu en tant que parent, est-ce que finalement la qualité des moments passés ensemble n'est pas plus importante que la quantité? Parce que si c'est pour être là, mais faire par exemple du repassage à côté de l'enfant, voilà, est-ce que ça vaut la peine? Oui, tout à fait. Une étude a montré que les mamans qui restent à la maison, qui ne travaillent pas, ne consacrent finalement pas énormément plus de temps à leur enfant. Je crois que c'est 1 heure, pas plus. Alors que on pourrait croire qu'elles sont en permanence avec l'enfant. Ça n'est pas le cas parce qu'effectivement, elles s'occupent de toutes sortes de tâches ménagères qui sont incontournables. Mais voilà, on a besoin de pouvoir être avec nos enfants et c'est clair que c'est la priorité. Ça va passer beaucoup trop vite. Et puis le repassage, c'est juste l'image extérieure. Voilà, exactement. Du moment que c'est propre, c'est ça qui est important. Tout à fait. Anne, on va jouer ensemble. Vous avez entendu que Camille a fait 36 points. Oui. Le but, évidemment, ou en tout cas idéalement, c'est de l'égaler, mais avant tout de vous apporter plein de clés dans votre vie de maman. Ah oui, c'est le principal. Voici cette première question, Anne. Que font généralement... Ils sont en train de tout démonter, les jumeaux. J'ai sorti les tupperwares pour ne pas citer les L'armoire à tupperware. On va voir le calme, au moins ils sont occupés. Après, il faudra juste retrouver le bon couvercle. Mais bon, ça, on a l'habitude. Je crois que c'est Ça, même s'il n'y a pas d'enfant, on n'y arrive pas de toute façon. c'est vrai aussi. Alors Anne, que font généralement les parents lorsqu'ils sont dépassés et impuissants et qu'ils ont le sentiment qu'ils doivent reprendre le contrôle de la situation? Ils se fâchent, ils crient. Chose qu'ils ne devraient pas faire, mais... Est-ce qu'on valide la réponse, Isabelle? Oui, je pense on peut valider, oui. ça, Dans les propositions, il y avait punir ou laisser faire, mais c'est vrai que votre attitude correspond plus au fait, effectivement, de se fâcher et donc de punir plutôt que de laisser faire. C'est vrai que c'est assez instinctif. On se dit, en tant que parent, je ne dois pas perdre la face, donc je vais crier, je vais punir. Et voilà, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le parent désire reprendre le contrôle de la situation, et en faisant ça, il perd le contrôle, en fait. Il se met à crier, qui est l'exemple même de la perte de contrôle. Hein. Donc, on voit bien comment c'est effectivement totalement inefficace. Une punition va redonner un sentiment de pouvoir aux parents. Il a l'impression qu'il reprend du pouvoir parce qu'il trouve une chose et il contraint l'enfant à faire quelque chose. Donc ça lui donne l'illusion de retrouver du pouvoir. Mais en réalité, en faisant ça, il montre bien à son enfant qu'il n'a pas d'autorité. Et donc ça le dévalue complètement aux yeux de ses enfants. Nous punissons par manque d'autorité, nous crions par manque d'autorité. En fait, on crie, on punit quand on se sent impuissant, qu'on ne sait pas comment faire autrement. Oui. Anne, oui. Entre 2 ans et demi et 3 ans, c'est une autre période. Votre petit bout n'est plus un bébé. Alors, quelle petite phrase votre enfant aime-t-il répéter à cette période-là?
Je peux faire tout seul, je suis grand, je peux me débrouiller. Oh, magnifique. Effectivement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse faire ce qu'il est capable de faire tout seul, même si malheureusement on est souvent en train de regarder sa montre. C'est souvent ça le problème des parents. C'est qu'il faut s'habiller, mais je peux le faire tout seul, oui, mais ça va pas assez vite à notre goût souvent. Et oui, mais ça va aller encore moins vite si on le contraint, si on l'oblige, parce qu'à ce moment-là, il va piquer une crise et donc ça va ralentir. Par contre, on a besoin de mesurer ça avant. Et donc, si on sait qu'il va avoir besoin de 10 minutes pour réussir à mettre 3 morceaux de vêtements, eh bien, on prend les 10 minutes et on se lève peut-être un petit peu plus tôt. On peut aussi donner suffisamment d'espace, d'autonomie à un enfant sur autre chose pour que sur d'autres choses, il nous permette d'aller plus vite. Donc, si je permets à un enfant de faire tout seul quelque chose, il s'habille tout seul et en même temps, sur autre chose, je peux préparer son sac, mais on va lui demander qu'est-ce que je mets dans ton sac? Et donc à ce moment-là, ça lui donne l'impression de diriger, d'être au contrôle des choses. En fait, les parents souvent n'aiment pas parce qu'ils disent mais elle veut tout diriger. Mais c'est vraiment nécessaire. C'est la période où elle explore ce dont elle est capable. Et si nous permettons à notre enfant de se sentir capable, de se sentir au contrôle, de se sentir compétent, alors eh bien ça va construire sa confiance en elle. Dernière question, Anne. Oui. Aux yeux de la plupart des parents, l'enfant fait des caprices, entre guillemets, quand par exemple il ne veut pas que ce soit maman qui donne le bain, ou quand il ne veut pas s'habiller pour sortir, ou quand il ne veut pas aller à l'école, etc., etc. Alors avant de s'énerver, quelle solution faut-il... Quelle question, pardon, tout à fait. Quelle question faut-il lui poser et se poser aussi à voix haute? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux d'autre à la place? Continuez. Tu veux... Je ne sais pas. Que se passe-t-il ou pourquoi veux-tu m'embêter? Oui. Non mais oui, mais je vous fais deux propositions. Oui, que se passe-t-il? Voilà. C'était le pourquoi. Pourquoi ne veux-tu pas? Et oui, parce que pourquoi est une question piège. Quand on dit pourquoi à un enfant, il va vous sortir une raison et la raison, il va la construire de manière tout à fait artificielle. Oui. Donc le pourquoi fait appel à une zone du cerveau qui n'est pas encore tout à fait construite. L'enfant ne sait pas pour quelle raison il veut absolument que ce soit maman pour le bain. Il va vous expliquer quelque chose, mais ça n'est pas la véritable raison. Le qu'est-ce qui se passe est beaucoup plus vaste. Ça inclut, il y a un besoin en présence, et donc c'est nous, le parent, qui pouvons répondre. L'enfant ne sait pas pour quelle raison il veut ceci ou cela. Nous pouvons réfléchir et nous poser la question. Quel est son âge? Quel est le besoin naturel à cet âge-là? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce qui va se passer juste après? Et donc, pour quelle raison il est en train d'agir comme ça? Mais c'est à nous de répondre et c'est pour ça que c'est la question qu'est-ce qui se passe? Plus ouverte. Oui. Anne, on vous offre avec grand plaisir le livre d'Isabelle. J'ai tout gagné. Voilà, tout à fait. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie de maman. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Une bonne journée, au revoir. Isabelle, il y a encore beaucoup de questions. On aurait pu, on l'a dit, encore faire facilement plus d'1 heure d'émission. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Je rappelle votre site internet, www.filiosa.net. Ce livre, j'ai tout essayé. Un autre livre traduit donc d'Elisabeth Crary, qui est un livre américain, Arrête d'embêter ton frère ou laisse ta sœur tranquille. C'est aussi aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis, on vous remercie pour tous ces bons conseils, évidemment. N'hésitez pas à vous procurer ces livres parce que vous allez y apprendre plein de choses. Et Camille, on se retrouve vendredi pour la grande finale. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir Isabelle. Au revoir, merci à tous. À bientôt.